L'être humain au travail est-il une ressource de l'entreprise à développer? La valeur travail peut-elle être comptabilisée? Le capital humain est-il si capital que cela pour l'entreprise? Si vous êtes intéressé par ces thèmes, eh bien suivez cette 5e causerie de la qualité de vie au travail. Bonjour à toutes et tous, nous sommes heureux donc de vous retrouver pour cette causerie de la qualité de vie au travail avec Thomas Jacot, psychologue du travail à l'ARACT. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas Jacot, alors nous sommes heureux de vous retrouver pour cette série sur la qualité de vie au travail, c'est donc la 5e causerie et nous allons nous intéresser à la question des compétences et des parcours professionnels. Oui, c'est un point très important dans ces démarches de qualité de vie au travail. Si on se rappelle les précédents épisodes, notamment le climat social, contenu du travail et prévention en santé du travail qu'on a déjà exploré lors de nos précédentes vidéos, j'ai répété systématiquement que le clé de voûte des démarches qualité de vie au travail, c'était l'optimisation conjointe, qui signifie le développement de l'entreprise ou de l'organisation à mesure que les êtres humains qui y travaillent se développent et s'épanouissent eux aussi. C'est donc un véritable partenariat qu'il va falloir explorer tout au long de cette vidéo aujourd'hui. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait, puisqu'on a eu l'occasion d'explorer déjà les différentes dimensions de la qualité de vie au travail, revenir un petit peu sur cette marguerite et les premiers épisodes de la série. Oui, lors de notre premier épisode, on avait vu en généralité ce qu'était la QVT, ce qu'on entendait par là, d'où ça venait l'historique. Et ensuite, on a commencé à explorer ce qu'on entendait par les relations au travail et le climat social, à quel point c'est important que cette question-là soit déjà traitée, voire même en amont de la mise en place de la démarche, ou alors qu'elle va être traitée lors de sa première mise en place, parce qu'on ne peut pas collaborer dans de bonnes conditions si déjà le climat est de méfiance, s'il n'y a pas un minimum de confiance. Ensuite, on a vu comment le contenu du travail allait influencer la motivation intrinsèque, interne des personnes au travail, à faire leur travail, à s'engager comportementalement dans les tâches qu'ils doivent réaliser. Et on a vu aussi comment ça pouvait nous aider, ou du moins comment la prévention en santé au travail, notamment à travers le document unique des risques professionnels, pouvait nous aider à nourrir nos démarches de qualité de vie au travail pour être plus large, plus englobant, tourné vers l'innovation et la progression, et toujours pareil, de l'entreprise et des personnes. Alors, l'être humain au travail, on l'a vu dans l'introduction de cette émission, peut être considéré comme une ressource. Mais est-ce vraiment une ressource? Comment est-ce que vous abordez ça, vous, à l'agence régionale et à l'agence nationale de l'amélioration des conditions de travail? Alors moi, j'ai vraiment tendance à dire que l'entreprise elle-même est composée d'êtres humains et que les deux ne font qu'un. L'entreprise a des murs, a de l'immobilier, mais c'est surtout les êtres humains qui la composent qui vont faire l'entreprise elle-même. On peut vraiment parler d'un seul et unique corps. C'est d'autant plus important que on ne peut pas séparer les deux, du coup. Une entreprise vide d'humains, c'est une entreprise qui ne peut pas fonctionner. Ou moi, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait l'être. Quels que soient les outils qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on voit de plus en plus justement d'outils autonomes, mais il faut quand même des concepteurs, il faut quand même de la maintenance et il faut quand même de la programmation. Donc, sans être humain, tout ça ne peut pas fonctionner. Il y a des outils extrêmement performants qui demandent des êtres humains extrêmement formés. Si on prend l'exemple d'un avion de chasse, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui peut se fabriquer en 2 ans, mais il va falloir 4 ans pour former le pilote qui va l'utiliser. Et de ce point de vue-là, l'être humain va être plus précieux que l'outil de travail lui-même. Alors justement, une entreprise sans être humain, aujourd'hui en tous les cas, peut-être dans le futur, on pourrait imaginer que des machines conçoivent d'autres machines pour travailler et éviter le facteur humain, entre guillemets, mais pour l'instant on en est très très loin, ça c'est les films d'anticipation. Donc aujourd'hui, une entreprise et les ressources humaines de l'entreprise vont bien au-delà simplement de la sommation, de l'addition de l'ensemble des qualités de chaque individu dans l'entreprise. Ça forme un corps social. Comment est-ce qu'effectivement on peut voir les choses? On peut voir les choses de façon, encore une fois, plus large. Quand c'est harmonisé, quand tout est bien calibré, c'est pas une addition d'individus que vous allez avoir. C'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Jouer en équipe peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin de ce qu'on aurait imaginé faire seul.
On peut rien construire, on peut pas construire grand-chose tout seul. Il faut du travail d'équipe. Et de considérer le capital humain de façon collective, globale, avec donc un développement de compétences et de connaissances, c'est ce qui va nourrir l'entreprise elle-même, ce qui va permettre de la développer. Et c'est ce qu'on avait d'ailleurs exploré lorsqu'on a commencé à parler du contenu du travail. On a exploré 3 piliers des caractéristiques de l'emploi indispensables pour nourrir la motivation du travail. Et parmi ces 3 piliers, on avait le feedback qui, je vous rappelle, était déterminant côté connaissance des résultats. Je dois connaître les résultats de ce que je fais et les mettre en rapport avec mes compétences et mes connaissances que j'ai mis en action. Ce retour-là permet de construire la personne et permet de construire sa motivation et donc de développer l'organisation comme la personne elle-même. Alors, ce modèle, on y revient, vous y êtes revenu plusieurs fois. Hein. Je pense qu'il est vraiment essentiel de revenir sur ce modèle qui est multiplicatif. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'une des dimensions des étapes psychologiques soit absente pour que finalement la motivation interne, qui est essentielle, puisque l'être humain est un être motivé par le sens du travail, ses responsabilités, et puis aussi la connaissance du fruit de son travail. Exactement. Pas seulement. Eh bien, s'il manque un de ces éléments-là, du coup, la motivation peut tomber à zéro. Exactement, puisque autant les compétences, l'identité et la signification du travail, ça s'ajoute pour construire le sens du travail, que l'addition donc de ces 3 facteurs se multiplie avec l'autonomie et le feedback. Ce qui veut dire que si l'un des 3 est à zéro, ça va emmener à zéro les 2 autres. Donc c'est toujours pour ça qu'il faut penser de façon collective et de façon large. Et on ne peut pas agir que sur un seul facteur. Alors, si on revient, puisque ça, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés, on a vu qu'il y avait des motivations, la motivation interne et la motivation, on avait donné un exemple de motivation externe ou extrinsèque. Comme le salaire. Comme le salaire, par exemple. Simple, le salaire, les avantages sociaux, je prête une voiture, des choses comme ça. C'est tout ce qui va, on va dire, c'est la carotte au bout du bâton, en fait. Hein. Mais les êtres humains n'aiment pas être considérés comme des ânes. Ils ont envie d'être considérés comme ils sont à travers leur identité. D'où l'importance de cette motivation interne. Donc très important cette motivation interne. Du coup, cela pour les managers ou pour les salariés ou les entrepreneurs qui souhaitent demain avoir recruté des salariés, ces points-là sont fondamentaux. En réalité, la connaissance aujourd'hui est très très formelle, on peut dire là-dessus. Il n'y a pas de remise en question de ce modèle-là. Non, c'est un modèle qui est encore très utilisé, qu'on essaie encore peut-être de développer, de gagner en finesse, mais ça fait encore autorité, oui. Donc le facteur humain, bien sûr, est essentiel. Et c'est pour cela que dans cette causerie, nous parlons de compétences et de parcours professionnels. Parce que la question des compétences et de ces parcours professionnels, elle doit être pensée au niveau de l'entreprise. Exactement, ça doit être pensé au niveau de l'entreprise et surtout, encore une fois, de manière collective. Ce n'est pas le chef d'entreprise tout seul ou le RH tout seul qui doit penser à ces questions-là. Et malheureusement, c'est très souvent ce qu'on voit dans la réalité. Il faut arriver à mettre ça sur la table pour en discuter avec les personnes qui font le travail elles-mêmes, avec les personnes qui encadrent le travail. Pourquoi ? Parce que ça va enrichir les réflexions sur tout ce qui va produire, tout ce qui va apporter de l'eau à ce développement de capital humain. Voilà, donc ça c'est aussi finalement un point essentiel, c'est le fait de faire fonctionner l'intelligence collective. Ne plus être dans un modèle descendant où on a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Ça, c'est une époque révolue, du moins on l'espère. Pas toujours dans l'imaginaire managérial d'ailleurs. Hein. On retrouve quand même dans l'imaginaire managérial ce modèle-là. Oui, parce que il y a énormément de biais qui guident nos cognitions, nos réflexions, nos pensées et du coup notre comportement. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a de plus flatteur que de se dire que l'entreprise se développe grâce à moi, grâce à mon commandement. Je suis le chef de guerre qui emmène tout le monde à la victoire. Vous voyez, donc on a envie de ça fait rêver, mais ça nous amène dans les travers de l'autoritarisme qui va désactiver l'engagement au travail de toutes les personnes qui nous suivent en fait. D'accord. Donc vous, en tant que psychologue du travail, j'imagine que ça interroge aussi la dimension psychologique des individus et des managers, parce que du coup, ça touche à des sujets, vous parliez de biais, de différents biais cognitifs par exemple, ou des biais de la personnalité qui peuvent avoir effectivement des conséquences sur le modèle managérial que l'on met en place. Donc ça, comment vous intervenez dans l'entreprise comme cela en tant que psychologue ? C'est là qu'il est important de confronter les points de vue. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire prendre conscience de l'importance du partage.
C'est-à-dire, par exemple, je suis le responsable des ressources humaines. Je suis chargé du recrutement de l'entreprise. J'ai la liste du référentiel de compétences nécessaires à occuper un poste que je dois pourvoir. Ben, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses là. Mais l'essentiel, c'est comment le travail est réalisé sur le poste en question, comment se passe la relation sur ce poste-là au sein de l'équipe du collectif de travail. Et du coup, aller prendre de l'information auprès de ce collectif de travail, de leur dire, bah, pour vous, ce serait quoi le collègue idéal à ce poste-là? Quels sont, selon vous, ce que je dois repérer ou mesurer chez le candidat qui vient se présenter devant moi? Et bien ça doit être un débat aussi collectif en amont du processus de recrutement. Et si jamais j'externalise mon recrutement auprès d'une autre société, par exemple, et ben la construction du cahier des charges devrait aussi se faire de façon collective pour gagner en pertinence et surtout en légitimité. Parce que le collectif de travail qui a été interrogé là-dessus, du coup, sait comment a été fait le processus de recrutement, sait que sur quel facteur a été recruté le candidat, il sera beaucoup mieux accueilli, du coup. Parce qu'on se dit, bah voilà, nous aussi, on a participé à ce recrutement, peut-être de manière indirecte, mais on a eu notre mot à dire, on a été entendu, et du coup, la personne qui va être recruté va sembler, peut-être pas vraiment dans les faits, mais dans tous les cas, sera mieux accueilli parce qu'il va sembler auprès du collectif de travail vraiment le candidat idéal. Alors, pour le coup, on a des types d'organisations qui sont quand même très très variés, entre les organisations publiques, semi-publiques, ou les organisations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, ou les organisations qui sont plutôt de type capitaliste, au sens de construction d'un capital pour développer une offre de services ou de biens produits. Comment est-ce que finalement certaines formes d'organisation intègrent nativement dans la conception même de l'organisation cette vision collective, mais d'autres sont plutôt vues, ou du moins en termes d'organisation, sur l'individualisme, reposent sur l'individualisme, du moins en apparence. Alors comment est-ce qu'on mobilise justement cette dimension collective avec un ensemble d'individus qui ont plutôt une approche individualiste? Ça, c'est délicat, parce qu'effectivement, il y a des structures très compétitives où jouer collectif, c'est jouer contre soi-même. Et du coup, on voit même dans les progressions de carrière que ça empêche la promotion, en fait. Si on est collectif, si on est pro-social, eh ben, on ne progresse pas dans sa carrière. Il faut être compétiteur, il faut gagner, quitte à marcher sur les autres. C'est une catastrophe sur le plan humain, bien souvent. Tout le monde en souffre, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? C'est la question qui arrive derrière, en fait. Et prendre conscience, est-ce que c'est vraiment utile de se sacrifier ou de sacrifier les autres pour cette progression qui, au final, va apporter quoi? Une plus belle voiture, une plus belle maison, l'accès à un jet privé. Mais au final, est-ce qu'on y gagne en qualité de vie, et notamment en qualité de vie au travail? Quand on voit les facteurs de santé au travail, bah là, on se repose la question. Hein, parce que les conséquences qu'il peut y avoir en termes de problèmes cardiaques, de stress, de soucis familiaux que tous ces sacrifices demandent, on peut remettre tout ça en question. Donc de vraies questions qui interrogent la question de l'éducation, de cette notion de compétition. Nous sommes en permanence en compétition, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est le collectif qui donne la réussite des organisations. Pour le coup, là, il y a quand même une distorsion paradigmique entre guillemets, à interroger. Il y a une distorsion qui est très nette, parce que, encore une fois, on a tendance à s'attribuer, dans un milieu compétitif en tout cas, on va tout faire pour s'attribuer le mérite. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on va se dire c'est grâce à moi, et on va essayer de le prouver par tous les moyens. Alors que sans le collectif derrière, sans les personnes qui ont participé à un moment donné, ça n'aurait pas pu arriver. Alors Thomas Jacquot, le capital humain. Alors là, c'est une notion que les économistes connaissent bien. On l'a déjà d'ailleurs abordé dans des questions économiques. Le capital humain est un facteur important pour le développement de l'économie en général. Alors comment est-ce que vous abordez cette notion de capital humain en termes de qualité de vie au travail? Et oui, mais là justement, j'en reviens un petit peu sur le champ psychologique, puisque les économistes le décrivent, le calculent avec des formules plus ou moins complexes, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme capital et humain, d'ailleurs que certains ne supportent pas. Hein. Oui. Mettre côte à côte capital humain, c'est inacceptable pour certaines personnes. Et c'est là que, du coup, j'ai réussi à voir un chercheur québécois qui a fait une revue de littérature, justement, sur tout ce qui se passe, et qui a donné 7 définitions à travers toutes ces lectures. Et la définition, c'est quoi? C'est l'acquisition, en fait, la prise en compte, du moins, de l'ensemble des connaissances, des compétences et des aptitudes
que la personne va avoir acquis au sein de l'entreprise à travers la formation, l'expérience dans la tâche et l'encadrement dans un environnement autant que possible agile. Tout ça va faire donc évaluer la personne, et si on prend en compte tout ça, on peut donner une valeur au capital humain qui va s'ajouter et qui va ensuite créer un capital humain beaucoup plus large. Donc ça, c'est vraiment une question. Alors on voit d'ailleurs, c'est un article de recherche qui est assez récent. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des réflexions approfondies sur ces notions de capital humain. Donc le capital humain qui doit devenir compétitif dans l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on va construire cela dans l'entreprise ? Et oui, là donc on n'est pas dans la compétition de l'individu, mais dans la compétition vraiment du collectif, parce que forcément toute entreprise doit quand même profiter au mieux de ses ressources et se développer. Donc il y a tout. Ça ne veut pas dire que le compétitif doit être complètement abandonné, ça veut juste dire qu'il doit être équilibré. Et comment ça se passe en entreprise ? Eh bien, ça se passe en interrogeant la structure. Comment est organisée la structure ? Comment est organisée la hiérarchie, l'organigramme ? Est-ce que c'est complètement horizontal ? Est-ce que c'est complètement vertical ? Est-ce qu'il y a un mix des deux ? Tout ça va permettre, en fait, va être le déterminant des pratiques qu'on va pouvoir développer. Et c'est ces pratiques développées qui vont faire grossir notre capital humain ou pas en termes d'investissement en formation. Comment est planifié notre plan de formation ? Est-ce qu'on y met les moyens ? Est-ce qu'on équilibre justement les besoins personnels par rapport au choix de vie de la personne qui va suivre la formation, par rapport aux besoins de l'entreprise ? Est-ce que tout ça est bien articulé, bien pensé ? Ensuite, avec quel format de formation et quelles vont être les conséquences de cette formation en termes de gains ou en termes de pertes, parce que ça peut des fois, il y a des formations, c'est du temps perdu. Donc il faut l'évaluer derrière. Et grâce à tout ça, on va mettre en place forcément des pratiques d'encadrement et d'accompagnement. Pourquoi ? Déjà, pour permettre à la personne d'aller en formation, forcément, mais surtout après pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Et donc tout ça, ça doit être permis dans le modèle de management. Il doit y avoir une certaine liberté de marge de manœuvre et d'innovation laissée à la personne pour mettre en pratique ce qu'elle a appris et développer peut-être des nouvelles manières de faire qui vont avoir des conséquences positives, aussi bien pour le collectif de travail que pour l'entreprise, encore une fois. Et c'est grâce à ce principe-là que l'expérience acquise va être beaucoup plus pertinente, plus efficace, faire grossir encore ce capital humain. Et quand on parle d'environnement agile, c'est justement un environnement qui va permettre de faire face à tous les aléas. Je prends souvent l'exemple du chat. Le chat, vous le mettez dans n'importe quelle position de départ, quand il chute, il retombe sur ses quatre pattes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce capital humain devient compétitif, ça se pense. Donc, il y a des entreprises. Alors, l'entreprise managériale, on voit qu'il y a différents modèles d'entreprises, différentes approches managériales. Certaines sont plus centrées sur effectivement l'innovation, d'autres un peu moins, plus sur l'organisation et les process. Mais si l'on retient ce que vous nous avez présenté dans le modèle effectivement de la motivation des personnes au travail, on voit que ce sens au travail, que cette autonomie sont quand même des facteurs absolument essentiels, que si l'un d'eux manque, eh bien c'est terminé, la motivation disparaît. Donc là, on est dans une entreprise. Comment est-ce qu'on obtient du résultat ? On peut se poser la question. Effectivement, donc un capital humain compétitif. Comment est-ce que maintenant, vous allez pouvoir déployer un tel projet, quels que soient justement ces modèles managériaux ? Parce que du coup, vous allez avoir un public entreprise différent. C'est vrai que forcément, ça interroge le modèle managérial. Et ça, on aura bientôt un épisode consacré là-dessus. Et vous verrez que c'est important et que dans tous les cas, ça dirige forcément vers le participatif parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça demande de la consultation, ça demande de la concertation et ça va jusqu'à la négociation. C'est impératif que chacun puisse mettre sur la table ses intérêts, ses besoins, ses sources de motivation, ses préoccupations aussi. Et quand ça s'est mis sur la table, que tout le monde peut comprendre le point de vue de chacun, on peut commencer à bâtir quelque chose. Et quelque chose de solide, de durable. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On commence à construire des choses du jetable, ça ne marche plus. C'est plus un modèle viable. On cherche vraiment du durable.
Pour être donc, si je retiens ce que vous êtes en train de dire, pour qu'une entreprise puisse survivre, il faut qu'elle ait une approche durable du développement de son capital humain. Exactement. Il faut voir vraiment à long terme. Et dans le parcours de compétences, donc c'est pas la compétence immédiate qui compte le plus, c'est vraiment là où on veut aller. Si on veut que l'entreprise se développe, gagne, ou puisse accompagner les changements sociétaux, parce qu'aujourd'hui on vit dans un changement qui est permanent, il faut ce soutien du capital humain. En fait, il faut ce soutien de toutes les personnes qui vont composer votre entreprise. Et c'est vraiment une excellente porte d'entrée, du coup, pour mettre en place sa démarche de qualité de vie au travail, parce que c'est ce qu'on va interroger. La première étape, si vous vous rappelez les fameuses 4 étapes que je vous rabâche depuis le début, la première étape, c'est le cadrage. Dans ce cadrage-là, on s'interroge à tous les niveaux hiérarchiques. Qu'est-ce qu'on veut ? Pourquoi on fait ça ? Dans quel but ? Avec quels moyens ? Dans quel ordre ? Avec quel calendrier ? Il y a beaucoup de questions à se poser, en fait, le cadrage. Et ce n'est pas une étape à sous-estimer. Car plus elle sera élaborée, plus elle sera construite et partagée par l'ensemble du collectif de travail, à tous les niveaux hiérarchiques, et bien plus ce qui va suivre va se dérouler comme une papier à musique. Et donc, ça nous amène à la deuxième étape, l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ? Où on en est dans nos compétences ? Où on en est dans les besoins futurs ? Quels sont les changements, industriels ? Quels sont les changements de société qui sont à venir à travers ce qu'on peut voir sur les études ? Est-ce qu'on va suivre ce changement-là ou pas ? Et si on le suit, qu'est-ce qu'il nous faudra comme nouvelles compétences ? Et bien, tout ça, on va l'anticiper au moment... Donc moi, je parle plus d'état des lieux que de diagnostic. C'est vrai que le diagnostic, c'est plutôt des recherches de symptômes. Là, on cherche plutôt un état des lieux, c'est-à-dire où on en est là, qu'est-ce qu'on a dans nos mains et vers où on veut aller. Et quand on sait ce qu'on a dans les mains et où on veut aller, eh ben on peut concevoir nos expérimentations. On parlait du recrutement, eh ben on va expérimenter une nouvelle façon de recruter. Comment on définit d'abord la fiche de poste, comment on définit l'offre d'emploi qu'on va publier, quels sont les acteurs qu'on va faire mettre autour de la table pour évaluer le candidat ou pour attirer le candidat, parce qu'aujourd'hui on parle justement d'une grande difficulté à attirer des candidats. Comment on va rendre l'entreprise séduisante pour donner envie à ces personnes-là de candidater chez nous. Donc, tout ça, c'est des questions qui peuvent être posées pour être intégrées à l'expérimentation qu'on va mettre en place et ensuite aussi l'évaluer. Et donc là, l'évaluation, c'est encore une fois quelque chose qui se fait en temps réel. Si on garde l'exemple du recrutement, quelle est la qualité des CV qu'on reçoit par rapport à ce que d'autres peuvent recevoir? Quelle est la motivation que les candidats mettent dans leur lettre et mettent dans leur envie lorsqu'ils font l'entretien? Tout ça, ça peut être des critères d'évaluation en temps réel qui nous permettent des ajustements et au final d'avoir un processus efficace, pertinent, où tout le monde est d'accord, parce que les critères d'évaluation ont été partagés en amont. On pérennise. La pérennisation, on peut faire un accord collectif, on peut faire une charte ou un processus ancré dans le marbre. On n'y revient pas. S'il y a besoin de modifier, on fait un amendement. Mais dans tous les cas, la question est traitée, tout le monde est d'accord, on va de l'avant. Prochaine étape, c'est quoi ? C'est peut-être le parcours professionnel. Quelle est la gestion de carrière qu'on peut proposer à nos salariés? Quels sont les avenirs qu'on peut leur proposer? Est-ce que ça correspond à leur choix de vie? Aujourd'hui, c'est une question vraiment importante, parce que les choix de vie prennent de l'importance et on ne peut plus décider uniquement suivant le travail, en fait. Les choix de vie personnelle doivent être pris en compte et il faut harmoniser les deux. Il faut réussir à concilier vie professionnelle, vie privée. Le continuum est beaucoup plus différent d'il y a quelques années aujourd'hui, et d'autant plus avec le numérique. On voit que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est de plus en plus perméable. Et donc, évidemment, toutes ces questions-là sont à poser. Je voudrais revenir quand même sur cette notion de démarche participative, de démarche très cadrée, parce que finalement, vous y êtes revenu plusieurs fois. Mais ça suppose quand même une certaine authenticité de la part du top management ou dans la démarche. C'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de façade qui semble participative et dans les faits, qu'elle ne le soit pas. Comment est-ce que vous gérez ce genre de choses ? Alors, j'attire l'attention sur ce genre de choses-là, que la qualité de vie au travail, c'est pour le directeur autant que pour les salariés. Quand vous avez une organisation du travail, les acteurs, la direction, son rôle, c'est quoi ? C'est la politique de l'entreprise, c'est l'avenir de l'entreprise. Il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper du recrutement ou de s'occuper de la gestion de compétences, en fait. Et un chef d'entreprise qui peut se concentrer sur ses tâches de chef d'entreprise
c'est vraiment lui faire gagner en qualité de vie au travail. Il n'y en a pas un qui vous dira le contraire. Tous les chefs d'entreprise que je rencontre, souvent, sont épuisés, fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils doivent traiter énormément de questions qui devraient être traitées ailleurs. Ils devraient être traités où? Ils devraient être traités par un échange entre, par exemple, le comité de pilotage et les délégués syndicaux, et aussi entre les concepteurs, les managers et toute la partie technique. Plus il y a d'échanges ici, plus on va avoir du contenu formel à traiter ici et avec les directions qui va être pertinent et qui va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va y participer, tout le monde va s'engager. Tout le monde doit avoir son rôle, ses tâches, et à partir de là, ça roule. Voilà, donc être capable finalement pour un chef d'entreprise ou un directeur d'accepter aussi de déléguer, d'accepter d'avoir confiance aussi dans les dispositifs. La problématique, c'est souvent la confiance. Et c'est surtout la confiance. Et donc pour faire naître la confiance, il faut aussi accepter l'erreur. Parce qu'effectivement, ça ne devient pas comme ça en claquant des doigts quelque chose qui roule tout seul. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut des étapes, et des étapes d'apprentissage, ça passe toujours par des erreurs. Donc on accepte l'imperfection, on accepte l'erreur, tant qu'il n'y a pas d'ordre d'homme forcément, mais on va vers l'avenir, on va vers un avenir où tout le monde va apporter quelque chose au collectif. Et ce collectif sera beaucoup plus fort et durable, quelles que soient les alternatives ou les aléas auxquels on sera confronté. Alors, si maintenant donc on prend le temps de récapituler sur cette question du développement des compétences et du parcours professionnel, donc qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse finalement de cette causerie? Et qu'il y a beaucoup de choses à travailler, que si vous décidez d'aborder la qualité de vie au travail à travers donc les compétences et les parcours professionnels, ça commence dès le recrutement. Comment on recrute, avec quels acteurs, sur quelle base. On se limite pas au référentiel, il faut vraiment aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, les recruteurs vous le diront aujourd'hui, ils cherchent à évaluer des savoir-être. Pourquoi des savoir-être? Puisqu'on veut savoir comment la personne va se mettre en place au sein de l'équipe. Pour ça, il faut aussi interroger l'équipe en question et les collectifs de travail. Ensuite, on va chercher à accompagner et faciliter la trajectoire professionnelle. Ça aussi, c'est important. Si vous avez une entreprise à Saint-André et que votre personnel déménage pour X ou Y raison, il doit aller à Saint-Leu, on ne va pas chercher à le retenir. Ce serait dépenser de l'énergie pour rien. On va plutôt faciliter son départ ou alors mettre en place une méthode de télétravail efficace. Pourquoi pas? Après tout, aujourd'hui, on peut se le permettre. On a de plus en plus de moyens techniques pour le faire. Mais si on ne peut pas, on trouve un moyen de se séparer en bons amis. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Mais un départ en bons amis, ça améliore le climat du travail. Ça veut dire que le collectif de travail a toujours confiance. On sait que ce départ a été voulu, a été bien mené. Et ça donne une belle image. Les gens parlent en bien de l'entreprise, et en parlant en bien de l'entreprise, on va attirer d'autres candidats qui vont pouvoir remplacer. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'anticipation, c'est vital. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour se dire « Ah, on n'a pas pensé qu'il nous fallait un infographiste. » Et on demande aux autres de faire. Je sais faire un PowerPoint, mais est-ce que je vais pouvoir utiliser des logiciels comme InDesign ou faire des choses hyper compliquées? Non, je ne pourrais pas. Et du coup, on va me demander quelque chose qui sont au-delà de mes compétences, ça va me mettre en difficulté, ça va mettre tout le collectif de travail en difficulté. Donc, il faut vraiment anticiper les compétences dont on a besoin, être bien clair là-dessus. Et si on veut être sûr de rien louper, on se remet à la table, au comité de pilotage, on pose ça et on en discute en collectif, encore une fois, en groupe. Et c'est ce qui nous permet justement cette fameuse discussion qui va nous permettre de lever les lièvres, de lever les couacs en amont et de se dire, là on va faire des actions, on va développer, on va mettre en place des choses et les entreprises vont y participer. Enfin, l'identification conjointe, encore une fois, quand on est en collectif, de par quelle modalité d'apprentissage on va accompagner ces parcours professionnels. Ça, c'est vraiment important. Une personne qui n'est pas à l'aise avec l'informatique, on ne va pas l'envoyer faire un MOOC chez lui. Il va avoir beaucoup de mal à suivre, il ne va pas suivre du tout, du coup il va revenir en entreprise, il n'aura rien appris, l'entreprise aura dépensé de l'argent et des ressources pour rien, personne n'y gagne. Donc prenez le temps de discuter avec les personnes de ce dont ils ont besoin pour une bonne qualité de formation. C'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup d'entreprises, sans le savoir, embauchent des personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme. Donc pour eux, retourner sur les bancs de l'école, c'est pas possible. Mais on a d'autres formules à leur proposer. On a par exemple des formations en situation de travail où ils seront sur le poste, où ils n'auront ni à écrire, ni à parler, ni à quoi que ce soit. Non, on va apprendre avec un tuteur qui maîtrise le métier, on va apprendre le métier dans la finesse, avec des temps réflexifs pour bien mentaliser et ancrer les apprentissages, avec des évaluations derrière qui vont tout de suite permettre
à la personne apprenante de se rendre compte de ce qu'il a appris, parce qu'il faut s'en rendre compte, hein, tant qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas exercé, on ne se rend pas compte de ce qu'on a appris. Et bien, tout ça va permettre de renforcer encore une fois la personne qui va ensuite renforcer le collectif de travail et ce fameux capital humain. Et donc, l'évaluation des apports, indispensable. Chaque fois que vous faites des formations, chaque fois que vous vivez de nouvelles expériences, il faut capitaliser et évaluer. Très bien. Donc ça, c'est donc pour le coup, vous pouvez relire et revoir cette séquence-là sur la synthèse sur ce parcours. Nous arrivons au terme de cette discussion, de ce partage hein, sur les compétences et le parcours professionnel, sur la question de la qualité de vie au travail. Donc, on poursuit cette découverte. Et donc, qu'est-ce qu'on envisage de voir la prochaine fois dans ce déroulé autour de la marguerite de la qualité de vie au travail? Eh bien, on va continuer le parcours, et un parcours qui va, comme toutes les autres pétales, avoir énormément d'interactions. On va aborder l'égalité professionnelle. Et effectivement, l'égalité professionnelle, c'est quelque chose qui a beaucoup d'enjeux dans les parcours professionnels. Hein. Le plafond de verre, les discriminations, tout ce qui va gêner justement le développement de ce parcours professionnel peut être aussi interrogé par la pétale égalité professionnelle. Et c'est d'autant plus important que c'est une question en fait très difficile à traiter en entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire, parce que tout le monde part du principe que l'égalité c'est fondamental, mais la mettre en œuvre, c'est beaucoup plus délicat. Beaucoup plus délicat. Il y a forcément des jeux d'acteurs derrière, des remises en cause qui sont énormes, donc ça demande un travail pas à pas. Eh bien, nous découvrirons donc, lors de cette prochaine causerie, cette question de l'égalité professionnelle avec les jeux d'acteurs, notamment dont vous avez parlé. Donc Thomas Jacot, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet entretien très passionnant. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour une 6e causerie de la qualité de vie au travail très prochainement.